Donc, on va, sans plus tarder, on va commencer avec un petit mot d'ouverture. Ben, je me présente d'abord, moi c'est Marianne Pertier-Ferland, je suis la directrice générale de la FEAS. Donc, merci beaucoup tout le monde d'être ici avec nous aujourd'hui pour souligner la Journée du travail invisible. C'est tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, je laisse la parole à notre présidente, Madame Lise Courteau, pour le mot d'ouverture. Bonjour, alors, mesdames, messieurs, bonjour. L'Association féministe d'éducation et d'action sociale, la FEAS, est heureuse de vous accueillir à cette activité qui souligne la 23e journée du travail invisible. En collaboration avec Oxfam Québec, nous avons organisé ce panel afin de mieux comprendre les impacts du travail invisible, pourquoi ça touche principalement les femmes et comment agir pour une plus grande équité. Cette journée spéciale est l'occasion de reconnaître et de célébrer le travail accompli en coulisses, ce travail invisible, non rémunéré et non reconnu. C'est l'occasion d'honorer les millions de personnes dans le monde entier qui continuent de jouer un rôle vital dans leur foyer, leur communauté et même leur lieu de travail, sans recevoir la reconnaissance qu'elles méritent. Cette invisibilité nuit grandement aux femmes, tant au niveau professionnel, personnel et social. La non-reconnaissance de ce travail essentiel compromet leur avancement professionnel et leur épanouissement, tout en augmentant les risques de précarité financière, notamment à leur retraite, et les impacts réels sur leur santé physique et mentale. Bien que les mentalités se transforment peu à peu, sans mesures concrètes et significatives pour assurer une meilleure protection des personnes qui effectuent du travail invisible, principalement les femmes, celles-ci se retrouveront toujours pénalisées. À cet égard, les gouvernements et les employeurs ont un rôle important à jouer pour corriger le tir et démonter les stéréotypes, et cela commence par reconnaître et valoriser ce travail essentiel. Une bienvenue spéciale à nos panélistes qui feront ressortir les enjeux de ce dossier majeur de la FEAS pour atteindre une réelle égalité entre les femmes et les hommes. Je vous souhaite donc un bel échange sur ces enjeux et sur les moyens dont nous disposons en tant que citoyennes et citoyens pour contribuer à faire évoluer notre société. Une belle et bonne journée du travail invisible. Merci. Merci Lise. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre Morat d'Oxfam Québec, donc avec qui on organise en collaboration ce panel. Bonjour, merci beaucoup Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là en notre compagnie ce midi. Mon nom est Alexandre, je suis agente de campagne chez Oxfam Québec. Je suis très heureuse d'être parmi vous afin d'animer cette discussion en cette 23e journée du travail invisible. Comme l'a mentionné Madame Courteau, lorsque la FEAS nous a sollicité il y a quelques semaines afin de participer à la mise en place du panel, c'est tout naturellement que nous avons accepté. Tout d'abord parce que nous sommes membres du comité interassociation pour la valorisation du travail invisible et évidemment co-signataire du manifeste pour la reconnaissance du travail invisible, mais également parce que depuis plus de 50 ans, depuis 50 ans même, Oxfam Québec a la conviction qu'un monde plus égalitaire nécessite de s'attaquer aux racines des inégalités, notamment par la défense des droits des travailleuses historiquement exploitées, comme les travailleuses domestiques et de soins rémunérés ou non rémunérés. Afin de mettre fin aux injustices, c'est aussi remettre en question les normes et les stéréotypes sexistes. C'est pourquoi Oxfam Québec lance également une campagne de sensibilisation que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet très prochainement et sur les réseaux sociaux. Concernant le déroulement du panel, comme l'avait précisé Marianne un petit peu en début de la vidéo, il va se faire en deux parties. Premièrement, la discussion avec nos deux invités, puis une période de questions où vous pourrez échanger et leur poser directement vos questions de vive voix ou à travers la fenêtre de discussion. Marianne pourra me relayer vos questions si besoin.
Mais avant de faire de plus ample connaissance avec nos deux invités panélistes, je vous propose de visionner une courte vidéo qui a été réalisée par la FEAS. Vous l'avez peut-être vue passer sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui introduit parfaitement la thématique et cette question. Donc, je vous laisse la découvrir ou la redécouvrir. Si vous faites un travail essentiel et que vous êtes sous-rémunéré ou pas rémunéré du tout, ben, il y a des fortes chances que vous fassiez du travail invisible. Prenons Fatima. Quand elle s'occupe des enfants, des tâches ménagères, de la francisation et de l'intégration de la famille, elle fait du travail invisible. Et quand Dominique donne des soins à sa mère malade, ça aussi, c'est du travail invisible. Quand Ingrid aide l'entreprise agricole de son conjoint, elle fait, elle aussi, du travail invisible. Finalement, quand Léonie donne de son temps aux cuisines collectives, oui, elle fait du travail invisible. Et quand, à la fin de ses études, elle effectuera son stage obligatoire non rémunéré, là encore, elle fera du travail invisible. Le problème n'est pas tant le travail invisible que les inégalités qui en découlent. Ce travail est principalement effectué par les femmes, qui doivent souvent réduire le temps qu'elles accordent à leur carrière, restant coincées au bas de l'échelle économique. Pourtant, le travail invisible, c'est du travail essentiel au fonctionnement de la société et de l'économie. Mondialement, les femmes et les filles effectuent 12,5 milliards d'heures de travail invisible à chaque jour. Reconnaissons l'importance capitale du travail invisible et des personnes qui l'accomplissent afin de mettre en place des mesures permettant de mieux les appuyer et les protéger. Il est temps d'équilibrer le partage des tâches invisibles entre les femmes et les hommes. Aidez-nous à redéfinir une société égalitaire et juste. Ajoutez votre voix au nôtre en signant le manifeste. Un message de la FEAS. Parfait, merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on a le privilège et le grand plaisir d'avoir avec nous ce midi Madame la députée Andréane Larouche et Madame la professeure Laurence Charton. Mesdames, bienvenue. Je vous laisse la parole afin de vous présenter. Andréane, je vous laisse commencer, si vous voulez. OK, bien, parfait, Laurence. Rapidement, Andréane Larouche, bien contente vraiment d'être avec vous aujourd'hui parce que féministe, je dirais, depuis mon enfance, et pour ceux qui ont déjà entendu l'anecdote, peut-être que vous la connaissez déjà, mais pour d'autres, moi, je raconte que ma mère, lorsque j'avais 7 ans, commençait à militer pour la FEAS. Alors, très tôt, j'ai compris l'importance d'un groupe comme la FEAS pour faire évoluer les questions féministes. Et ensuite, j'ai été adjointe politique et je me rendais bien compte que les gens qui venaient au bureau, les femmes qui avaient besoin d'aide aussi, étaient beaucoup, parce qu'elles avaient besoin de ressources, beaucoup venaient cogner à la porte, c'était des femmes aînées particulièrement, qui avaient toutes sortes de demandes et qui voyaient leur situation financière ou autre un peu plus difficile ou se retrouvaient en situation de proche aidance. Ensuite, j'allais travailler dans des groupes communautaires et je me suis penchée, ça a été frappant pour moi lorsqu'on a fait 5 chantiers de travail avec des groupes communautaires, des groupes de femmes qui se penchaient sur les enjeux de femmes et de pauvreté. Pour moi, ça a été marquant, que ce soit la question de l'aide alimentaire, du réseautage, de la question de conciliation travail-famille. Les femmes sont toujours davantage touchées d'une façon disproportionnée. Et ensuite, ça m'a amené à me présenter en politique, le goût d'emmener ces enjeux-là du communautaire à un niveau politique, et j'ai été nommée adjointe conditions féminines, égalité des genres et aînés, ce qui m'amène maintenant à être vice-présidente du comité permanent de la condition féminine à Ottawa, donc élu une première fois en 2019 et réélu en 2021. Donc, ça fait depuis 2019 que je me retrouve donc comme porte-parole et depuis 2020 comme vice-présidente du comité permanent de la condition féminine. Donc, tous les enjeux dont on parle au niveau féminisme et notamment la question du travail invisible, ça a déjà été discuté au comité et bien d'échanger plus longtemps avec vous. Merci beaucoup, Andréane. Alors, bonjour à toutes. Un grand merci pour cette invitation. Je suis vraiment très, très honorée d'être présente parmi vous aujourd'hui. Alors, je m'appelle Laurence Charton, je suis sociologue et démographe et je suis professeure à l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal. Alors, je m'intéresse en particulier aux inégalités de genre et plus spécifiquement au moment de la transition à la parentalité. La question du travail invisible m'intéresse parce que les inégalités de genre sont au cœur de la production du travail invisible.
Ce sujet m'interpelle aussi parce que je viens de terminer un projet sur la conciliation famille, travail, études, en collaboration avec le Réseau pour un Québec Famille et aussi avec l'AEFAS qui a participé à ce projet, où nous avons pu montrer que quel que soit le profil professionnel des femmes, que l'on soit mère au foyer, que l'on soit travailleuse autonome, travailleuse aux horaires atypiques, étudiante, professeure d'université et même élue, toutes les femmes, à un moment ou à un autre de leur vie, sont confrontées à une situation relevant d'un travail invisible, de manière différente, avec des implications et des conséquences différentes, mais qui se rejoignent finalement sur un point commun, d'être assignées prioritairement à la sphère privée et au travail domestique et de soins. Merci beaucoup. Merci pour ces belles présentations. C'est vrai que ça nous donne aussi plus de visibilité sur ce qui vous lie justement à la thématique. C'est parfait. Donc, on peut débuter. On va débuter avec une première question pour Laurence. Laurence, pourriez-vous nous dire s'il y a une raison pour laquelle le travail invisible touche plus particulièrement les femmes et les filles à travers le monde? Et est-ce que le travail invisible est une lutte féministe? Alors, le travail invisible est incontestablement une lutte féministe. Pourquoi? Parce que justement, ça touche les inégalités et plus spécifiquement les inégalités de genre. Alors, notre société, notre organisation sociale contribue à maintenir les femmes prioritairement dans la sphère privée, domestique, familiale, en les contraignant à assumer la plus grande part des soins, alors des soins aux enfants, des soins des proches, mais aussi, comme vous l'avez dit, et votre capsule vidéo l'a très bien montré, également à travailler de manière bénévole dans le cadre d'une entreprise familiale ou pour aider un conjoint, ou encore pour accomplir un travail qui peut être sous-rémunéré, mais aussi sous-valorisé, au regard du travail réalisé et de ce que ce travail peut apporter économiquement à une personne, à une entreprise et même à une organisation. Alors, ce qui est compliqué avec le travail invisible, c'est que les femmes n'ont pas toujours conscience des conséquences du travail gratuit qu'elles peuvent réaliser pour un tiers, et ceci aux dépens de leur carrière professionnelle, parce que leur travail est souvent sous-évalué par rapport à celui de leur conjoint, d'un autre membre de la famille ou même d'un collègue. Par ailleurs, quand elles ne se conforment pas aux attentes de la société, et notamment à l'image de la femme qui priorise sa famille et ses proches à une carrière professionnelle publique, elles se retrouvent souvent discréditées, disqualifiées ou qualifiées de carriéristes, d'égoïstes, de délaisser leur famille. Elles se retrouvent aussi alors fréquemment attaquées, en particulier sur les réseaux sociaux, pour essayer de les discréditer. Je voudrais dire aussi que cette assignation prioritaire des femmes à des responsabilités domestiques et familiales se fait très tôt au sein de la famille même. Et dans l'étude que j'ai pu réaliser sur la conciliation famille, travail, études, je vous donne un exemple. Une mère de 2 enfants, d'un garçon et d'une fille, nous expliquait qu'elle allait expliquer à sa fille qu'il faudrait qu'elle choisisse des études et plus tard un métier qui lui permettent d'être bien présente pour sa famille et pour ses enfants. Alors, elle n'a pas dit la même chose au sujet de son fils. Surtout, elle n'a pas pensé qu'en disant cela, elle contribuait aussi, inconsciemment, sans aucun doute, à perpétuer des inégalités de genre et notamment au fait que les femmes restent prioritairement engagées et assignées à la sphère domestique et de soins. Alors, comme vous le disiez aussi dans votre capsule, il n'est pas question de refuser ou d'annuler ou de dire qu'il ne faut pas faire du travail de soins à l'égard des autres. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'en assignant prioritairement les filles et les femmes à ces charges et responsabilités, plutôt qu'en encourageant le partage équitable des responsabilités familiales et des soins à l'autre, on continue de préparer les filles et les garçons à des rôles spécifiques, stéréotypés, et notamment à cantonner les femmes dans des rôles de soins et à réaliser finalement du travail non rémunéré.
Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'ailleurs, je pense que de par vos positions, Laurence comme Andréane, vous êtes parfaitement consciente et puis vous êtes victime aussi parfois, malheureusement, de ce genre de choses. Est-ce que je peux ajouter quelque Bien chose, sûr. Alexandre, par rapport à ce qu'on vient de dire? Il y a tellement une question d'éducation et de changement, et c'est tellement ancré dans la culture, et je vais juste le nommer. En tant que nouvelle maman d'une petite fille de 14 mois, mais moi et mon conjoint avons décidé d'opter pour un modèle de conciliation travail-famille avec son support. J'ai donc continué à travailler avec ma petite à mes côtés. Et juste nommer que je me suis retrouvée dans une réunion d'un conseil municipal en attendant la conseillère féminine qui est en retard, en disant, ben oui, c'est ça, il faut qu'elle concilie travail-famille. Et, et carrément, j'ai entendu les hommes discuter entre eux et dire, ben moi, tant qu'une femme n'a pas élevé ses enfants, qu'elle ne fasse pas de politique dans un conseil municipal. Et là, il y a eu un malaise parce que les conseillers se sont retournés vers moi, réalisaient, je crois, ce qu'ils venaient de dire. Et, et bon, alors, voyez ce genre de commentaires-là. Oui, c'est choquant, je vois là, ce qui vient d'apparaître là, dans le chat. Et un autre par rapport, donc c'est un combat pour moi parce que si on veut plus de femmes en politique, il faudra penser à ce changement de culture-là et à éviter ce genre de commentaires-là parce que pour beaucoup de femmes, c'est un obstacle à dire je n'ai pas envie de subir ça. Et aussi, j'ai pas envie de faire subir ça à ma famille. Et là, je vais faire le lien avec les réseaux sociaux rapidement. J'ai décidé, lorsque ma fille avait 8 mois, de l'emmener à mes côtés avec mon conjoint en mission parlementaire. Une décision familiale que l'on a prise. Je la trouvais encore trop petite, puis bon, je devais la voir. Je savais que l'endroit était approprié pour elle. L'hôtel était juste en face du lieu de conférence, donc c'était facile qu'on puisse se rejoindre, mon conjoint et moi. Et j'ai eu sur les réseaux sociaux, mon parti d'ailleurs a voulu soutenir cette initiative-là, trouver ça beau. Il y a eu une belle photo de moi qui est parue à cette rencontre internationale de moi avec ma fille dans mes bras qui parle justement de conciliation travail-famille et de comment est-ce qu'on peut avoir des parlements plus diversifiés et plus représentatifs. Mon parti a voulu souligner le travail que je faisais pour emmener ce changement d'image-là, changement de mentalité. Et on s'est retrouvé avec des commentaires haineux sur la page Facebook de mon parti. J'étais une criminelle parce que j'emmenais ma fille en voyage. J'étais une coquille vide parce que j'avais besoin de mettre l'image de ma fille devant moi pour avoir l'air d'avoir quelque chose d'intelligent à dire. Que j'aurais dû rester à la maison avec ma fille. Donc, on a encore énormément de travail à faire parce que ce genre de commentaires-là vont vraiment faire en sorte on va mettre des freins au projet politique de beaucoup de femmes et à cette question-là aussi je dirais aussi, et ajoute à la charge mentale, qui est un autre enjeu dont on échangera peut-être plus tard sur toute cette question-là du travail invisible. Mais en ce moment, c'est une réalité, ce que tu as dit, Laurence. Tout à fait. Merci beaucoup de partager d'ailleurs votre expérience avec nous. Vous l'avez mentionné justement, en tant que femme élue, est-ce que vous pourriez également nous parler de la contribution économique du travail invisible, puis du rôle de l'État et de la société dans la reconnaissance justement de ce travail invisible? Oui, vraiment parce que ce que Laurence a dit, bon, évidemment, il y a une portion où on doit en fait, c'est normal que les gens on ne remet pas en question la question du travail invisible ou de prendre soin des autres. Et oui, on doit le faire, c'est bien évident, on a notre place à prendre pour aider un proche aidant, pour élever notre enfant ou pour faire du bénévolat et on en a besoin dans notre société. Mais le politique a aussi à faire sa place pour mieux soutenir quand même cette question-là justement du travail invisible. Et j'ai un chiffre ici qui est tiré là, en 95. Les pays membres de l'Organisation des Nations unies évaluent le travail non rémunéré des femmes et des filles à 11 milliards de dollars américains en valeur annuelle à travers la planète. Ça, c'était en 95. Et on a vu des chiffres semblables. Là, je regarde aussi dans le rapport parce que ce sont des chiffres qu'on a vus, sont calculés dans l'espace PIB, tout l'espace pris par ceux qui les heures comptées de bénévolat, de famille ou encore de proche aidance. On est dans des chiffres comparables. Ça, c'était au niveau international, mais au niveau canadien, on est dans des chiffres et dans des zones d'ombre qui sont dans des zones là, qui sont à peu près autour de ces chiffres-là, de ces valeurs-là. Donc, c'est quand même immense. Et si on calculait tout à l'heure dans vos remarques préliminaires, c'est 12,5 milliards en termes d'heures, c'est bien ce que vous avez dit. Donc, on voit en termes d'heures, en termes d'argent que ça représente, c'est énorme, c'est immense. Donc, les gouvernements
ne font pas, en fait, le calcul de tout ce qu'ils économisent à cause de ce travail invisible-là. Oui, ce sont des économies pour les États, pour les gouvernements, mais on ne peut pas laisser le poids uniquement sur le dos de ces gens-là qui font du travail invisible. Et c'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire et que fait très bien la FEAS pour une meilleure reconnaissance du travail invisible. Et ça, oui, bon, il y a une place reconnaissance dans la communauté, dans la société, mais aussi une meilleure reconnaissance par le gouvernement en termes de soutien financier et de soutien de ressources aussi pour ces questions qui font du travail invisible. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. On peut poursuivre également avec vous, Laurence, sur ce qui renforce l'existence du travail invisible selon vous et puis quelles sont les conséquences que cela peut avoir, comme on a commencé à l'évoquer. Oui, alors peut-être d'abord au niveau des conséquences, je vais commencer par la fin. En fait, je vais redire finalement ce que je vais appuyer, ce qui a déjà été dit, mais notamment la première conséquence, c'est les femmes qui subissent ces conséquences-là. Alors j'en ai repéré plus spécifiquement trois. Alors tout d'abord des conséquences économiques, ça a été dit, mais il faut toujours le redire. Le travail des femmes contribue à la productivité, mais ne leur est pas reconnu finalement à hauteur de ce qu'il apporte à notre société et finalement à d'autres, et avec des conséquences pour ces femmes tout au long de la vie. Alors, c'est-à-dire au niveau de leur niveau de revenu, mais aussi au niveau de la promotion de leur carrière, et puis finalement, comme Madame Courteau l'a dit, aussi au niveau de la retraite. Alors, il y a également des conséquences au niveau social, notamment au niveau de la reconnaissance de la valeur du travail que les femmes font, et aussi de leur légitimité d'être présentes au même titre que les hommes dans la sphère publique. Et puis enfin, puis là aussi, cela a également été dit, il y a des conséquences importantes évidemment sur leur santé, parce que la prise en charge fréquente par les femmes des responsabilités familiales et plus largement des soins aux enfants, aux proches, etc., affecte aussi leur santé physique et mentale. Alors, pourquoi? Parce que les femmes réduisent souvent leur temps de sommeil. Elles réduisent aussi leur activité sociale qui contribue à leur bien-être, et tout cela a des effets sur leur santé physique et mentale. Alors, au niveau de ce qui peut renforcer cette norme et puis, j'ai envie de dire, ce mode de fonctionnement, alors j'ai repéré aussi trois éléments importants. Alors tout d'abord, les représentations sociales. Je l'ai j'en ai un peu parlé avant quand je vous ai donné l'exemple de la mère qui veut donner des bons conseils, mais exclusivement pour sa fille, qu'il faut qu'elle choisisse des études et ensuite un métier pour pouvoir prendre soin de sa famille. Donc il y a d'abord ça vient des représentations sociales, avec l'idée aussi toujours largement partagée que les femmes sont les premières responsables de la sécurité et du bon développement de leur enfant, mais aussi du bien-être de la famille. Le deuxième élément me semble être les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, qui sous-tendent une implication et un engagement moins grand des femmes dans la sphère professionnelle et publique. Et enfin, le manque de ressources dans les services publics, alors que ce soit de garde à la petite enfance, les CPE, que ce soit dans les écoles, notamment d'orthopédie, d'orthopédagogues, d'orthophonistes, etc. Et aussi dans les services de santé, dans les services de soutien aux personnes dépendantes. Voilà, il me semble que pour tous ces éléments-là renforcent les inégalités de genre et aussi le travail invisible, non rémunéré fait par les femmes. Tout à fait, c'est tellement vrai et rapidement, d'ailleurs, dans les chantiers de travail sur les questions de la femme et de la pauvreté, il y avait un des chantiers qui se penchait spécifiquement sur la question du réseautage comme problématique pour les femmes en termes d'avancement de carrière. Parce qu'on le sait, cette question-là du réseautage est souvent un bon moyen de faire avancer, de se faire des contacts, de développer son réseau pour
développer justement sa carrière. Mais force est de constater que pendant que les femmes se dépêchent à rentrer à la maison après un emploi, au lieu d'aller naturellement vers ces 5 à 7 ou développer leur carrière, alors que pour les hommes, c'est un naturel. Tu sais, ça peut avoir l'air anodin comme ça, mais je l'avais constaté quand on fait un chantier de travail seulement pour se pencher sur cette question-là, on se rend compte qu'encore une fois, il y a des problématiques pour l'avancement de carrière de beaucoup de femmes, justement, dû à ce travail invisible-là qu'elles doivent aller faire à la maison pour s'occuper des enfants, plus que pour les hommes. Et quelques statistiques aussi intéressantes pour ajouter quand on parle du poids que ça a quand même, dans le cadre de notre étude que l'on a fait au Comité de la condition féminine sur justement sur le travail invisible, les statistiques de l'enquête en fait, de Statistique Canada en 2015, les femmes consacraient en moyenne 2,8 heures par jour à effectuer des tâches ménagères. C'était 54 minutes de plus par jour que les hommes. Et les femmes, 76 effectuaient plus de tâches quotidiennes relatives aux soins des enfants que les hommes à 54 Alors, on voit qu'avec ces chiffres-là, quand même, on a même une disproportion beaucoup au sein des ménages et que les femmes consacrent plus d'heures. Donc, ce sont, comme on le dit, des heures qu'elles consacrent moins à développer leur carrière. Puis, une petite parenthèse, oui, la loi sur, quand on parle d'écart salarial, il y a une loi sur sur l'équité salariale, mais qui n'est pas appliquée. Et on voit qu'il y a encore des lacunes à ce niveau-là. Donc, oui, ça a des impacts sur l'économie plus tard, sur les femmes. En tant que porte-parole aînée, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis sensible au fait que les femmes aînées sont souvent parmi les clientèles défavorisées qui auraient besoin davantage de soutien de l'État parce qu'elles n'ont pas accumulé autant de fonds ou justement d'argent ou de préparation à leur retraite que les hommes parce qu'elles passaient plus de temps justement en termes de travail invisible. Et aussi, c'est ce que j'avais donc à nommer pour l'instant. Donc, c'est clair que ça a des impacts. Merci beaucoup, puis d'avoir mentionné également les travaux que vous effectuez avec le comité à la condition féminine. Est-ce qu'à travers ces différents travaux, il ressort vraiment des grandes lignes justement sur, vous en aviez parlé aussi, la santé mentale peut-être des femmes ou physique ou du bien-être? Andréane? Oui, en fait, en fait, pour ce qui est c'est un aspect justement que j'avais pas eu le temps de mentionner, mais qui m'a quand même inquiétée. La pandémie a exacerbé cette question-là du travail invisible, hein, on l'a vu. Nous, l'étude que j'ai emmenée sur le travail invisible était un petit peu en directe ligne avec l'étude que l'on avait emmenée à l'été 2020 sur l'impact disproportionné de la COVID sur les femmes. Et on s'était rendu compte qu'il y avait une charge mentale qui s'additionnait à la maison, là, donc avec les garderies fermées, avec les écoles fermées, avec le télétravail. Donc, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui avait un risque de recul, en fait, pour les femmes dans leur perspective de développement, de leur plan de carrière et au niveau salarial. Et même l'ONU a reconnu, et M. Antonio Guterres avait reconnu que la pandémie risquait d'emmener un grave recul dans l'avancement des droits des femmes. Et donc, à l'été 2020, on s'est réunis en urgence, le comité permanent de la condition féminine, 2 jours d'études sur l'effet disproportionné de la pandémie. On s'est rendu compte que c'était pas suffisant. Déjà, on se rendait compte et moi, j'ai décidé, oui, tout en terminant l'étude, lorsqu'on a repris les travaux à l'automne 2020, d'initier cette étude-là sur le travail invisible. Et oui, il y a eu un rapport. Et évidemment que, comme je disais tout à l'heure, de charge mentale qui s'additionne, ça a un impact aussi sur la santé mentale des femmes. Et d'ailleurs, en ce moment, on vient de terminer une étude sur la santé mentale des femmes et des filles. Encore une fois, on se rend compte que le travail invisible, que la pandémie a eu des effets aussi sur le poids qui pèse sur les femmes à prendre soin. Et toute la question aussi de la génération sandwich que l'on voit aussi beaucoup de femmes de plus en plus, et j'en suis. J'ai un conjoint vieillissant d'un côté, j'ai une petite fille de 14 mois de l'autre, et la question n'est pas de savoir, évidemment, je fais déjà du travail invisible, mais pour ce qui est de la proche aidance, c'est pas non plus de savoir si on va être proche aidant un jour, mais quand on va être proche aidant un jour. Alors, c'est pour ça que notamment rapidement, bien, évidemment que d'abord et avant tout, moi, ce que je crois, puis c'est une des recommandations du rapport sur la condition, de la condition féminine sur le travail invisible, c'est le modèle du Québec pour ce qui est des soins de garde. Ça a été, le Canada s'en est inspiré
Et maintenant, bon, le Québec a réussi à s'en retirer avec pleine compensation, mais maintenant, le modèle du Québec a été observé parce que le modèle des CPE, des garderies qu'on s'est données au Québec, a fait en sorte qu'il y a eu quand même moins d'impact ici sur les femmes qu'ailleurs au Canada. Donc ça, c'est une chose, c'est une des recommandations, vous voyez, du comité à l'automne 2020. Et on a vu donc l'entente l'an dernier, là, donc avec les autres provinces au Canada, et le Québec a réussi à avoir un retrait avec pleine compensation. C'était une recommandation du rapport sur le travail invisible. Autre recommandation, c'est la reconnaissance officielle nationale de la Journée du travail invisible. Parce que si on veut penser à des mesures pour aider davantage le travail invisible, pour mieux soutenir ce qui se fait en termes de travail invisible, il faut avoir une journée de réflexion. Et c'est pour ça aussi qu'on y croit tellement. Et évidemment aussi, dans d'autres recommandations du comité, s'assurer de l'application de la loi sur l'équité salariale pour travailler à justement réduire les écarts qui sont encore beaucoup trop grands entre les salaires des hommes et des femmes. Voici quelques exemples de mesures qui ont fait suite au rapport. Merci beaucoup. Puis d'ailleurs, dans cette optique d'action et de mise en place d'actions pour lutter justement et revaloriser et valoriser le travail invisible, peut-être Laurence, pourriez-vous nous parler des actions que nous pourrions avoir pour faire évoluer justement les attentes sociales envers les femmes et le travail invisible? Oui. Alors, je pense que déjà, il faut savoir que le travail invisible n'est pas qu'un enjeu de femmes, mais c'est vraiment un enjeu de société. Et je vais vous donner un exemple aussi des répercussions que ça peut avoir, enfin, dans le cadre d'une étude que j'ai pu mener sur le désir d'enfant, donc des répercussions que ça peut avoir sur la société, au niveau structurel, mais aussi au niveau du fonctionnement de la société. Alors, dans une étude qui portait sur le désir d'enfant, j'ai pu montrer, par exemple, que des femmes remettent souvent en question le nombre d'enfants initialement désirés, contrairement à leur conjoint. Et le pourquoi, c'est parce que en fait, elles ne veulent pas, pour la majorité d'entre elles, être assignées majoritairement à la sphère domestique et familiale, mais que majoritairement, ce sont toujours elles qui assument la majorité des tâches domestiques et familiales, et cette charge familiale et domestique augmente évidemment avec le nombre d'enfants. Donc là, on voit déjà un enjeu direct pour les sociétés, notamment les sociétés d'un point de vue démographique, j'ai envie de dire. Donc il faut aussi relever cet aspect-là. L'autre élément, comment changer la norme ou les attentes sociales, en fait, Andréane l'a dit, il faut faut renforcer des mesures sociales publiques toujours et encore, et notamment qui visent l'égalité effective des salaires, parce que sinon ce sera toujours les femmes qui se retireront prioritairement de la sphère publique. Ensuite, il faut, je l'ai déjà un peu souligné, mais il faut renforcer les services publics de garde, de soins aux enfants, aux personnes dépendantes, et ceci sur l'ensemble du territoire du Québec. Parce qu'on voit quand même beaucoup d'inégalités aussi, qu'on habite dans une grande agglomération ou plus en zone rurale, tout le monde n'est pas à la même enseigne, si je puis dire. Et enfin, comme l'a dit également Andréane, il faut lutter contre les stéréotypes sexistes, discriminatoires, pour faire évoluer les mentalités. Alors il faut viser qui? Il faut viser les parents, les futurs parents, mais aussi les éducateurs, les éducatrices, parce que ça commence très très tôt. Et puis les professeurs, parce que je pense que si on a des enfants, on entend souvent, encore aujourd'hui, des discours assez étonnants, j'ai envie de dire, quand on compare ce qui peut être dit à des filles ou à des garçons. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup. Et juste nommer, si je peux ajouter très rapidement, il ne faut pas oublier aussi que c'est une perspective, moi je le vois vraiment d'égalité des genres. On vise à réduire les écarts finalement, c'est pourquoi? C'est pour qu'il y ait une meilleure égalité justement
entre hommes et femmes. Il ne faut pas oublier que les hommes prennent de plus en plus de place à la maison aussi lorsque l'on... Donc c'est une réalité. Ça, tranquillement, les choses évoluent, mais quand on parle de mieux reconnaître le travail qui se fait à la maison, éventuellement, ça peut être bon pour tout le monde. Et proches aidants, des hommes aussi, je sais que quand j'en parle, la question des proches aidants, des hommes viennent me voir, et il y a aussi des hommes. Mon beau-père en est un exemple, il a pris soin de sa conjointe pendant longtemps, donc lui aussi a eu besoin de peut-être un peu plus de support pour s'en occuper. Donc, effectivement, c'est une perspective, moi, je le vois vraiment d'égalité des genres aussi, et comme tu l'as dit, pour toute la société qui en profite, parce que quand on met un frein à des projets de famille, justement, quand on ne veut plus avoir d'enfants, qu'on ne veut pas en avoir, qu'on retarde ce projet-là pour pouvoir, parce qu'on pense que ça va nuire à notre carrière, c'est quand même terrible. Voilà, petite parenthèse. On a déjà beaucoup de questions qui affluent dans le chat, on va y répondre. Un dernier petit point peut-être pour vous, Andréane. Vous l'avez déjà évoqué sur les différentes mesures à travers le comité qui sont recommandées. Avec une petite note peut-être d'espoir aussi, est-ce qu'il y a déjà des avancées quand même sur le plan politique qui ont été faites ou on est vraiment dans l'attente à ce niveau-là? On est encore loin, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les mesures proposées, il y a eu la question de l'élargissement de la question des services de garde que le gouvernement a mis en place suite à ce rapport. Mais malheureusement, ce rapport-là était en 2020. On demandait une réponse à la ministre, mais il y a eu l'élection en 2021. Et en faisant le suivi avec mon équipe, on s'est rendu compte que ça fait en sorte que la ministre n'avait plus d'obligation de répondre à ce rapport-là. Alors là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que le rapport, il est là, il y a des recommandations qui ont été faites. Il faut aussi savoir que ça relève du fédéral, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses quand on parle de santé, d'éducation, des recommandations aussi, et c'est pour ça que vous avez eu des représentants du gouvernement Québec l'an passé. Donc là, cette année, moi, c'est ce qui touche la partie fédérale, mais ce qui me frappe encore, c'est on l'a vu avec le dernier débat aussi sur les transferts en santé, on est encore à se poser la question, est-ce qu'il faut encore investir en santé? Pour moi, c'est un incontournable. Donc, la demande qui était unanime d'un investissement massif jusqu'à des transferts en santé, c'est crucial, c'est important, malgré la période que les gouvernements essaient de faire une forme d'austérité. Pour moi, en ce moment, on n'est pas dans un contexte où on peut se permettre, notre système de santé a besoin de ressources, a besoin d'être aidé. Donc, ça, c'est ce qui est toujours pas mis en place et qui, pour moi, était crucial dans les études parce que si on veut aider les proches aidants, il faut aussi penser à mieux soutenir notre système de santé. Mais aussi, une autre mesure qui est pas dans le rapport, mais à laquelle nous, on réfléchit comme formation politique, de s'assurer qu'il y a un meilleur soutien aussi, ce que le fédéral peut faire pour les proches aidants. Il y a des crédits d'impôt. Donc, est-ce que, par exemple, le crédit d'impôt qui, en ce moment, et non remboursable pourrait passer à remboursable parce que finalement, les personnes qui pourront en bénéficier le plus, les personnes qui sont dans une situation précaire, qui ne paient pas d'impôt, c'est vraiment ça ne pas pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt-là. Donc, ce genre de mesures-là que le gouvernement fédéral pourrait mettre en place et finalement d'avoir cette journée nationale de reconnaissance du travail invisible. J'avais déposé, il y avait déjà une ancienne députée qui avait déposé, Mme Nicole Demers, en 2010, une motion à la Chambre des communes qui était en 2010 et à cause de l'élection de 2011 n'a pas été mise en application, une motion pour reconnaître le travail invisible. Et j'ai tenté le même exercice l'an passé. Malheureusement, j'ai eu moins de chance que Mme Demers et un parti politique s'est opposé à ma motion. C'est quand même de plus en plus compliqué de réussir à avoir des motions unanimes à la Chambre des communes, mais je pense que cette recommandation-là, elle est importante dans le rapport parce que c'est un temps d'arrêt dans l'année, c'est un temps d'arrêt où collectivement on se pose la question, cette journée-là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour mieux reconnaître le travail invisible? Donc, la journée nationale, j'y tiens et j'ai eu des discussions notamment avec d'autres députés dans d'autres formations politiques pour voir comment est-ce qu'on relance ma motion cette année ou dans les années à suivre, là, parce que étant donné que l'an passé, elle est tombée, moi, je ne lâche pas. Je tiens à cette journée nationale de reconnaissance du travail invisible le 1er mardi d'avril. Et merci pour ça et pour votre implication. Le temps file, il est déjà quasiment 45. On peut peut-être passer aux questions de la part du public, si jamais vous êtes à l'aise avec ça. Parfait. Tout à fait, j'ai déjà commencé à me préparer des questions, là, tout en écoutant. Là, je regardais dans le chat, c'est très intéressant.
Super. Alors, je vais juste remonter. On va les prendre tout simplement dans l'ordre, peut-être. Mais dans le Oui, fond aussi, Marianne, peut-être, excuse-moi Alexandre, s'il y a des gens qui veulent poser directement leurs eux-mêmes. questions de vive voix, vous pouvez lever la main pour qu'on vous donne la parole. Et on va aussi prendre les questions dans le chat. Donc, peut-être je peux commencer, Alexandre, je peux te lire quelques questions qui ont été posées. On peut y Bien aller sûr, peut-être deux à la fois. vas-y. Puis, donc, il y a Laura Farnsworth qui demande le revenu de base universel, est-ce une solution au travail non rémunéré? Et également, Raphaël Petitjean, dans une logique de reconnaissance du travail invisible, comment désigner les femmes qui décident de s'occuper à temps plein de leurs enfants? Peut-être qu'on peut laisser les panélistes répondre à ces questions selon ce que vous sentez à l'aise d'adresser. Bon, je peux me lancer si Andréane, ça vous va. Alors, moi, personnellement, je suis pas favorable à un salaire universel parce que je trouve que ça ne règle pas le problème des inégalités de genre. Il faut vraiment aller à la source, quoi. Donc, la base au départ, c'est déjà qu'un même travail, une femme et un homme peut avoir le même salaire. Ensuite, je ne suis pas convaincue qu'aujourd'hui, quand on propose un salaire pour tout le monde, en fait, je ne sais pas si je réponds exactement si la personne qui a posé cette question, c'était ce type de question qu'elle pensait. Je pense que certaines femmes, puisque la plupart du temps, ce sont les femmes qui se retirent du marché de l'emploi, elles souhaiteraient plutôt exercer un travail plutôt que de rester à la maison avec un salaire unique. Par contre, personnellement, je pense que la question de ma place, du mouvement Ma place au travail, et notamment proposer un salaire d'appoint pour les familles qui n'ont pas de place dans un CPE pour leurs enfants, il me semble que c'est une question qui est intéressante justement pour essayer d'équilibrer ou en tous les cas de ne pas appauvrir ni les femmes ni les familles en raison d'un manque de services de garde. Donc voilà, je vais laisser peut-être Andréane réagir aussi. Oui, mais c'est très intéressant ce que tu as dit, Laurence, et je suis un peu d'accord avec toi. J'ai de la difficulté, en fait, c'est quand même complexe la question du revenu de base universel euh, dans la mise en application et au niveau budgétaire aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, avec toutes les autres recommandations qu'il y avait dans le rapport, je pense qu'il y a autre chose à faire. Ma place au travail est un mouvement, effectivement, qui démontre qu'on aurait besoin de mettre plus d'argent pour développer des places en CPE. Et d'ailleurs, on le voit, ça aussi, ça crée un grand écart. Et il y a une disproportion pour les places en CPE versus d'autres modèles. Donc, je pense que l'argent, encore une fois, elle pourrait être, on le voit, on a besoin de développer notre réseau. Et il y a d'autres mesures aussi, je pense. Souvent, le gouvernement, s'il n'applique pas la loi sur l'équité salariale, encore une fois, on le sait que c'est une question monétaire. Donc, je pense que l'argent investi aussi pour vraiment s'assurer de la mise en application de la loi sur l'équité salariale, réduire les écarts et s'assurer que femmes et hommes à travail égal aient un salaire égal. Donc, je pense qu'il y a d'autres mesures à mettre en place pour sortir les femmes de la précarité avant d'en arriver au revenu de base universel. Donc, bien d'accord qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. Et intéressant par rapport au fait de rester à la maison, peut-être comme étant passif au lieu de retourner au travail, aux études. C'est vrai qu'il y a quelque chose de péjoratif qu'on peut voir dans rester à la maison. Mais au bout du compte, ce qui est important, c'est encore une fois qu'on ait des modes, que la femme, finalement, soit celle qui décide si elle décide d'être à la maison, de prendre ce temps-là avec ses enfants. Ça devrait être son choix, mais il devrait aussi peut-être y avoir des mesures pour quand même l'aider dans cette décision-là, tout comme dans celle de retourner sur le marché du travail. Donc, encore une fois, je pense on en revient à une question de choix pour la femme qui doit décider. Je pense que c'est essentiel et important. Ouais. Et puis j'aimerais bien rajouter, c'est aussi important de reconnaître, si une femme ou un couple, une famille décide que l'un ou l'autre reste à la maison, il faut aussi reconnaître ce temps passé à la maison. Parce que souvent dans certaines situations,
les couples se séparent et la femme, toutes les années qu'elle a pu rester à la maison, n'est pas forcément reconnue, son travail n'est pas forcément reconnu, notamment si le couple n'est pas marié. Donc il y a des mesures comme ça aussi, oui, acceptées, mais protéger néanmoins les femmes des risques d'une séparation ou d'autre chose. Et même de les aider si par la suite, quand leurs enfants sont plus grands, elles souhaitent retrouver le marché, enfin, elles souhaitent retrouver une activité professionnelle. Merci beaucoup. Marianne, est-ce que tu souhaitais continuer avec les questions peut-être? Oui, je peux vous lire d'autres questions, puis pour tout le monde, n'hésitez pas, si vous voulez poser une question, on va être heureuse de vous donner le micro. En attendant les 2 prochaines questions, Mireille demande, est-il possible de voir une différence générationnelle, donc j'imagine par rapport à l'emploi de travail invisible qui est effectué. Et Claudia, je vais synthétiser un peu la question, là, mais dans le fond, est-ce que le fait de faire du travail invisible un enjeu purement féministe contribue à la stigmatisation des hommes qui font des choix les plaçant dans des situations de travail invisible? Est-ce que vous avez compris? Peux-tu répéter la dernière? Ouais. Oui. Dans le fond, c'est est-ce que le fait de faire du travail invisible un enjeu purement féministe, ça n'a pas comme effet de stigmatiser les hommes, en fait, qui font du travail invisible, qui sont dans des situations de faire du travail invisible? Je peux peut-être commencer cette fois, Laurence. Par rapport à un changement générationnel, oui, on peut le penser, on le voit. En fait, on voit que de plus en plus, on essaie et que les pères prennent de plus en plus de place dans le milieu familial. On voit qu'il y a encore des écarts. Donc, 2 choses, mais c'est difficile d'avoir le portrait exact parce que je tiens à le mentionner. Ce qu'on s'est aussi rendu compte dans le cadre de notre étude sur le travail invisible, c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir des chiffres et des statistiques encore exactes sur le travail invisible. Statistique Canada n'était pas en mesure de répondre à toutes nos questions. Donc, on espère que dans les prochains recensements, des questions ou voir comment est-ce qu'on pourrait bonifier, justement, de trouver une façon de pouvoir aller chercher plus de données sur le travail invisible et peut-être qu'on sera en mesure de dresser un meilleur portrait du changement générationnel ou pas. Donc, ça, c'est une chose, mais reste qu'il faudra se pencher sur cet enjeu-là par rapport à Statistique Canada et à pouvoir avoir de meilleures données sur le travail invisible. Et par rapport au fait d'en faire un enjeu féministe, il y a toujours une ligne à trouver parce qu'on le voit, et avec les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, c'est vrai que le travail invisible, on nomme, touche encore quand même d'une façon disproportionnée les hommes, mais c'est vrai qu'il y a quand même un équilibre à trouver parce qu'effectivement, on veut justement, vous avez raison, on ne veut pas non plus stigmatiser tout ça et on veut plutôt proposer de nouveaux modèles et voir que les choses peuvent changer, peuvent évoluer. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie moi-même de faire dans la petite image, ma petite contribution, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus papa qui est à la maison et moi qui est au travail et de voir tout ça et de voir qu'il y a d'autres modèles et finalement, encore une fois, c'est au choix des familles de le prendre. Mais oui, il y a toute une question d'image à faire là-dessus, de trouver l'équilibre. En tout, il y a un combat féministe à mener parce que ça touche d'une façon disproportionnée les femmes, les filles. Mais bien raison qu'il y a de beaux modèles à présenter maintenant pour contribuer au changement de mentalité générationnelle. Alors, je vais poursuivre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Andréane. Alors, au niveau générationnel, oui, on voit des différences, mais néanmoins, les femmes restent prioritairement assignées, elles restent prioritairement assignées à la sphère domestique. Alors, comment? Soit elles se retirent du marché de l'emploi pour un temps plus ou moins long, alors notamment lorsque la famille ne trouve pas de place en garderie, ou elles adaptent leurs horaires de travail, alors notamment avec du temps partiel, soit elles deviennent travailleuses autonomes, avec les difficultés que cela aussi génère à la fois dans l'organisation de vie, dans l'organisation de travail, l'organisation familiale, mais aussi leur niveau de revenu, où finalement elles se limitent dans leur progression, dans leur promotion de carrière. Par exemple, comme le disait aussi Andréane, elles ne vont pas participer à du réseautage à l'extérieur ou faire des déplacements professionnels à l'étranger, etc. Donc oui, on évolue, mais
Je pense que, je sais pas comment dire, l'arbre cache un peu la forêt dans le sens que oui, il y a des progressions, mais peut-être pas encore suffisamment pour arriver à une réelle égalité. Alors, concernant est-ce que le travail féministe, ben, oui, je pense effectivement qu'il faut jouer avec l'image, puisque montrer que les hommes participent de plus en plus. Mais ce qui, moi, m'étonne toujours, c'est quand un homme contribue aux tâches familiales, domestiques, on trouve ça extraordinaire, alors que les femmes, ça va de soi. Donc, au départ, il me semble que ça reste quand même prioritairement, là aussi, un enjeu de femmes, même si c'est un enjeu de société. Il nous reste du chemin encore à ce niveau-là, sur la déconstruction. Merci beaucoup. On aurait peut-être une dernière question avant de passer à la conclusion. Donc, Madame Diane Matt demande, pourriez-vous nous parler de la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes? À quelle étape est-elle rendue? A-t-on déposé un plan d'action? Le topo sur ce dossier serait apprécié. Donc, celle est-ce qu'il y a une de vous deux qui se sentirait à l'aise de répondre à cette question? Mais rapide, c'est pour ouais, Andréane, ouais, mais en fait, oui, puis j'aurais peut-être, je vous dommage parce que je vois d'autres questions aussi dans le chat. Je vais essayer de répondre à cette question-là, puis peut-être à d'autres aussi, une autre que j'ai vue passer. Pour le moment, on va voir prochainement, là, une prochaine fois, la ministre viendra au comité pour poser des questions. Mais comme je l'ai dit aux dernières nouvelles, le rapport sur le travail invisible pour l'évolution de ce dossier-là, ben, comme je l'ai dit, on n'a pas eu de réponse du gouvernement. Donc, le rapport est là, mais comme il y a eu un changement de ministre, donc il n'y a pas eu de réponse. Pour faire l'évolution du plan d'action, comme j'ai dit, la loi sur l'équité salariale, il y a encore de grandes lacunes. Quand on parle aussi dans le plan d'action de mesurer l'ACS+, donc pour tenir compte dans une nouvelle loi de la question des gens, ça aussi, on voit que c'est pas toujours fait d'une façon systématique. Donc, il y aura encore beaucoup de travail. Et on l'a vu dernièrement, d'ailleurs, le vérificateur général l'a dit, pour une aide féministe internationale, bon, le Canada n'était pas capable de faire le suivi des sommes investies, savoir si ça avait vraiment bien été envoyé pour des organisations féministes. Donc, on a vraiment une question de travailler cette question-là de redevabilité des gouvernements et d'une plus grande transparence. C'est une question qui est beaucoup plus large que juste sur cet enjeu-là. Alors, il y aura encore beaucoup de questions à poser, ça c'est sûr. Et je voyais dans cette question de la précarité des emplois des femmes, et avant de passer aux conclusions, pour moi aussi, quand on parle de meilleure reconnaissance du travail invisible, c'est peut-être indirect, mais l'application de l'assurance-emploi qui vraiment a de graves lacunes pour le soutien qu'elle apporte aux femmes. Et on voit l'assurance-emploi en ce moment est un enjeu féministe. Pour moi, la réforme demandée pour l'assurance-emploi, la réforme qu'on l'on demande et qui est promise depuis longtemps et qui ne vient pas, c'est justement pour faire en sorte que cette loi-là, parce que les femmes n'y ont pas accès de la même façon que les hommes, notamment parce qu'ils ont plus de difficultés à se qualifier, parce qu'elles occupent des emplois précaires. Et ça va avoir des conséquences plus tard dans leur vie aussi sur leurs finances lorsqu'elles vont arriver aînées, parce que dans des périodes plus difficiles de leur vie, on n'aura peut-être pas pu bénéficier de l'assurance-emploi lorsqu'elles auront eu des mois de chômage, parce qu'elles n'auront pas eu cumulé assez d'heures, parce qu'elles occupent des emplois précaires. Vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, pour moi, la réforme de l'assurance-emploi est un enjeu féministe aussi. Merci beaucoup. Je pense que c'était tout avec les questions. On arrive bientôt à la fin de ce panel. Merci beaucoup à tous d'avoir participé, d'avoir pris le temps de venir écouter nos deux invités. Merci Laurence, merci Andréane également d'avoir pris le temps de nous avoir permis d'approfondir la réflexion, de nous avoir donné des pistes aussi d'amélioration
sur la valorisation du travail invisible. Vous pouvez également retrouver les ressources pour continuer cette réflexion sur le site travailinvisible.ca. Vous avez là beaucoup de liens qui vont vous permettre d'avoir des activités, des vidéos pour mieux comprendre, pour réfléchir à la question. Le site d'Oxfam également, nous avons présentement une campagne de sensibilisation sur la valorisation du travail invisible que vous allez pouvoir retrouver. Les 2 liens sont dans le chat. Merci encore. Si vous souhaitez rajouter quelque chose. Merci beaucoup. Et oui, la lutte est encore longue. Oui, Ce tout à fut fait. très intéressant. Merci à vous d'avoir été présents vraiment et merci à la FEAS d'avoir organisé ça. Merci pour le combat que vous menez parce que je ne pourrais pas mener le combat politique que je mène sans l'implication de la FEAS dans tout ce dossier-là. Donc, 23e année, bravo, chapeau. Merci Laurent, c'était vraiment intéressant d'échanger avec toi. J'espère qu'une prochaine fois, ce sera en vrai. Merci Alexandre pour l'animation, ça a été vraiment super et j'espère aussi qu'on pourra se parler bientôt en vrai. Ça c'est assez limite le virtuel. Et petit mot de conclusion aussi, pour moi, toute la question du travail invisible et de la meilleure reconnaissance du travail invisible, on ne pourra pas y arriver aussi si on n'a pas plus de femmes en politique. Parce qu'on le voit, c'est un enjeu qui va porter plus de femmes. Et je tiens à le nommer parce que souvent, on le voit, les femmes portent des causes pour faire évoluer, que ce soit en matière d'environnement, en matière de féminisme. Si on n'a pas plus de femmes, c'est vraiment elles qui vont pousser ces changements-là. Elles sont vecteurs de changement, les femmes. Donc, il faudra plus de femmes en politique, mais il faudra forcément penser à cette question-là aussi des cyberviolences, petite parenthèse, pour attirer plus de femmes en politique. Et c'est ce que j'aurais à dire aussi. Puis sinon, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger bientôt et de pouvoir se revoir. Merci. Je vais juste lire un petit commentaire qui résume beaucoup aussi, qui dit « Merci beaucoup, vous êtes inspirante ». Merci à vous toutes. Merci. Vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Alexandre, pour l'animation. Merci à vous. Merci.